Emmanuel Tjipaou, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. On l'a vu, donc le premier comité directeur de l'UC a eu lieu hier à Moindou. Est-ce que ce rendez-vous a permis de clarifier la ligne du parti ? Je pense que la ligne du parti, elle est claire. Nous, on est indépendantistes, on s'inscrit dans la perspective de la pleine souveraineté. Donc ce qui a été acté hier, c'était de repartir aux discussions, comme annoncé, afin de porter le mandat qui est le nôtre, notamment sur les modalités pour nous d'accéder à cette souveraineté, sous quelle temporalité, puisqu'on s'inscrit dans le prolongement de l'application de l'accord de Nouméa. Pas de dissension donc au sein du parti sur cette question ? Il y a toujours des dissensions, ça fait partie des dynamiques de parti, et puis après, c'est à chacun de porter l'intérêt général plutôt que parfois des querelles d'ego. Donc vous irez donc à Paris début février. Vous, quel représentant donc Nous, on a décidé pour l'Union calédonienne, il y a le congrès du FLNKS qui se tient samedi, qui décidera de quelle composante, quelle personne sera affectée à la négociation, quoi. Alors justement, le congrès du FLNKS est prévu le week-end prochain. Sans le PALICA, la fracture semble toujours profonde. Comment avancer sur la question de l'avenir institutionnel dans ce contexte ? Nous, on avance déjà par le combat des idées. L'accession à l'indépendance dans tous les pays du monde, ça s'est fait par le portage avec un mouvement de libération qui chez nous s'appelle le FLNKS. Après, les composantes du front, elles s'avancent ou elles se mettent en retrait. Il leur appartient de se déterminer, mais j'ai pas de crainte sur la nécessité de faire front pour aller discuter à Paris. En tout cas, nous, on y va. Vous essayez de discuter ensemble ? Oui, ça fait partie des motions qui ont été portées au congrès successifs de l'Union calédonienne. Et puis, il y a des contacts qui ont été pris. Après, à chacun de porter et puis d'échanger surtout avec les bases militantes. Parce que nous, on discute avec les bureaux, mais les stratégies, elles sont aussi élaborées en fonction de la compréhension des enjeux qui sont portés sur l'objectif. Nous, on est toujours indépendantistes. Je pense que nos camarades du PALICA aussi et ceux de l'UPM aussi. Donc, on a un objectif commun. Après, c'est les modalités qui sont certainement peut-être affinées. Après le discours de politique générale de François Bayrou, vous avez dit que la méthode n'était pas assez clarifiée. Vous attendez un geste fort. Quoi, par exemple ? De quoi parlez-vous ? Alors, quand je dis pas clarifié, c'est que sur 1h30 de discours, il y a 1 minute sur les Outre-mer, il y a eu 40 décès à Mayotte. Nous, on en a eu 13 ici. Des situations critiques en termes de l'économie. En Martinique, sur la vie chère, voilà la considération que l'État français est là pour ses Outre-mer. Nous, on a bien entendu le message où il dit qu'il y a une rencontre qui va se faire sous l'égide du ministre d'État Valls. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas d'ordre du jour, on ne sait pas sur quoi on va discuter. Voilà, il faut être sérieux. À un moment donné, si on veut construire une situation qui nous emmène vers la sortie de l'accord de Nouméa, il faut que l'État pose quelque chose sur la table. C'est là où c'est important pour nous. De la même manière que ça s'est fait en 88, en 98, nous, il y a des éléments probants aujourd'hui qui montrent que l'État veut s'engager. On a parlé de la dotation des 24 millions là, que les sénateurs ont porté. Ça va être validé à l'Assemblée nationale. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en dehors de l'argent, le statut, la sortie institutionnelle, elle doit se faire sur la base, pour nous, de l'accord plancher qui est l'accord de Nouméa. Et dans les actes d'engagement que l'on a demandé, c'est d'une part que les prêts soient convertis en subventions et la situation de nos prisonniers qui sont des prisonniers politiques, il faut statuer à un moment dessus. Si on occulte les questions, on joue la montre. Et c'est jamais bon signe pour nous. C'est ce qui s'est passé avec le gouvernement de Madame Borgne et avec le résultat qu'on connaît. Vous utilisez le terme de prisonnier politique, c'est votre expression, mais ça fait toujours partie des impondérables pour vous, donc ce volet ? C'est un élément qui fait partie de la négociation, comme je l'ai rappelé à plusieurs interventions. Comme ça s'est fait en 88, pour nous, ça fait partie du cadre de discussion, autant que les éléments qui soient clarifiés sur la reprise des discussions, elle se fait sur quel point de départ. Parce que si on va là-bas sans avoir... Enfin, on ne peut pas y aller. Enfin, c'est la formation de base qu'on fait à l'IFA pour la tenue de réunion. Il faut donner des ordres du jour. Sinon... Et puis un format de discussion qui discute.
La semaine dernière, vous avez rencontré Manuel Valls, donc, qui est missionné justement pour ces discussions. Que lui avez-vous dit exactement? La même chose que je viens de dire. Il faut clarifier le mandat. Et puis, bon, c'est aussi le sens de Et que mon vous a-t-il répondu dans ce cas? Il m'avait répondu qu'ils n'avaient pas... En tout cas, c'était toujours en discussion. Donc, à partir du moment où ce n'est pas clair pour l'exécutif, on a discuté aussi avec Madame Brown-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a également indiqué qu'elle serait aussi, comment dire, de la partie. Donc, il faut savoir quel format de discussion. Si c'est le parlementaire qui prend la main, parce que stabilité, quand bien même il y a une majorité relative pour valider les choses, ou c'est l'exécutif. Mais pour nous, c'est l'exécutif qui est au-devant. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on a entendu le message de M. Bayrou dans le discours de politique générale. Il faut être clair. Et le calendrier peut être respecté dans ce contexte, dans ces conditions? Le calendrier, il est par d'abord aux obligations réglementaires du fait comment on appelle ça, de la tenue des élections provinciales en novembre. Donc c'est ça le format de discussion. On sait uniquement, il n'y a que cette information-là qui est claire à l'heure d'aujourd'hui. Donc on joue la montre. Pour nous, on dit c'est pas bon, c'est pas la bonne manière. Méthode. Et plusieurs voix politiques plaident pour qu'on avance les élections provinciales. Est-ce que c'est une solution, selon vous? C'est une solution qui est envisagée. Alors, à partir du moment où on n'arrive pas à aborder dans la poursuite des débats et que les choses sont bloquées, il faut redonner la légitimité au peuple. C'est le peuple qui porte nos mandats dans les assemblées de province et puis au Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou à l'exécutif. Donc si certainement ça va être évoqué, nous on se décide déjà, on a dit déjà on va aller à la discussion. Il faut d'abord aller à la discussion, voir sur quelle base on discute. Il y a déjà des éléments probants qui ont été avancés jusqu'au 13 mai. Voilà, les uns et les autres ont fait des propositions et il faut que l'État reprenne son rôle de facilitateur des discussions. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est flou. François Bayrou, vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc a annoncé une subvention de 24 milliards de francs qui n'est pas conditionnée donc, à des réformes. Mais selon les projections, la Calédonie a besoin de beaucoup plus. Est-ce que c'est tout de même une bonne nouvelle, selon vous? Ah oui, c'est une nouvelle qui montre que l'investissement du gouvernement français, on est toujours des citoyens français, donc il prend sa part de responsabilité là-dedans. Donc mais à l'heure d'aujourd'hui, hein, le projet de loi de finances qui nous a été proposé, celui sur lequel on a discuté sous l'ancien gouvernement Barnier, on ne peut plus avoir de recettes, on ne peut plus discuter des recettes. Donc c'est là où c'est les limites de l'exercice. Il n'y a que le gouvernement qui peut abonder dans ce sens-là. Il a fait cette proposition. Nous, on prend acte, mais voilà, il faut avoir des fenêtres de discussion. Et en tant que député, ça fait donc 6 mois que vous avez été élu. Il y a la vision politique, bien sûr, et puis la réalité de votre mandat. Est-ce qu'il faut faire des concessions à Paris? Alors, moi, je suis dans un groupe qui s'appelle Démocrates Républicains. Donc, nous, on porte la parole des Outre-mer. C'est le groupe où il y a le plus de représentants ultramarins. Les concessions, on en fait tous les jours. Hein. Quand on est dans l'opposition, on en fait certainement plus que quand on est dans la majorité. Alors d'aujourd'hui, on avait fait l'exercice avec l'ancien gouvernement sur le projet de loi de finances. On a démontré à la commission des finances qu'on pouvait dégager des recettes supplémentaires et réduire les déficits publics. Mais la remarque que je formule, c'est de se dire aussi qu'aujourd'hui, les réformes qui sont demandées à la Nouvelle-Calédonie, c'est des réformes que les Français n'appliquent même pas là-bas en France. Donc il faut savoir un peu sur quel type de concession on veut, quel signe, en tout cas, on donne aux Outre-mer qu'on n'applique pas en France. Donc certainement, oui, il y a des concessions à faire et l'opportunité d'être député là-bas, c'est aussi de se rendre compte que les modèles qu'on impose ici chez nous, parfois, ils sont pas appliqués là-bas en France. L'entretien approche déjà à sa fin, Emmanuel Tjibaou. On vient de le voir avec Yvan Avril, la répartition donc, des portefeuilles se dessine, se précise. Qu'en retenez-vous par rapport au nouveau gouvernement? Alors nous, les portefeuilles, on prend ce qu'il y a. Nous, on n'a pas demandé la chute du gouvernement, on a soutenu le gouvernement de Louis Mapou. Et la répartition, elle se fait aussi aujourd'hui en fonction de ce que la majorité qui a
porté le camarade Alcide Panga à la présidence du gouvernement. On prend acte, hein, mais voilà, on s'inscrit dans la continuité de l'exercice qui est peut-être celui de redonner confiance à nos compatriotes, parce que c'est vrai qu'au terme de tout ce qui s'est passé à partir de mai l'année dernière, le débat politique, il est tendu et les Calédoniens ont besoin d'assurance et puis d'apaisement. Emmanuel Tjibaou, il est déjà temps de passer à nos questions Facebook. Donc, première question des internautes, comment motiver les investisseurs et les soignants à venir en Nouvelle-Calédonie ? Alors, comment motiver ? C'est un phénomène qui ne touche pas que la Calédonie. Hein. Même en France, les déserts médicaux, c'est quelque chose qui est la situation de la Calédonie n'aide pas ? La situation de la Calédonie n'aide pas et en même temps, il y a la possibilité aujourd'hui de travailler avec les États de la région. Je pense à l'Australie notamment, où on a des conventions pour nos évasants. Il y a certainement la possibilité de faire, ça a été rediscuté sur les gouvernements précédents ici au pays, avec des conventionnements sur l'Australie. Il y a de la formation avec l'université, je pense à Cairns, et puis donc l'attractivité, c'est d'abord d'offrir un cadre dans lequel il y a une situation institutionnelle qui est stabilisée. Il faut rassurer. Ouais. D'une, et puis après de négocier peut-être avec les États de la région pour que ce soit plus facile pour nos étudiants de faire des études de médecine à 2 heures de vol plutôt qu'avec cette un peu plus loin, quoi. Existe-t-il, deuxième question, sur le papier, un véritable projet de société dans un État indépendant ? Le projet de société, il a été présenté par le FLNKS durant les 2 consultations de 2018 et de 2020. On n'a pas pu le bonifier puisqu'on a demandé le report du 3e consultation. Aujourd'hui, oui, ce projet, il existe, il est disponible en ligne et c'est celui que le FLNKS y porte. Et donc, la semaine prochaine, le congrès du FLNKS, on le rappelle, ça sera donc à partir de samedi. C'est ça, à Saint-Louis. Merci beaucoup Emmanuel Tjibaou, en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci.